Shalom Mekulam, kol hakavod d'avoir bravé Makat Barad, bravé la plaie de la grêle, parce que j'ai cru comprendre que ça y est, les éléments se déchaînent. On va avoir un mezeg à avir extraordinaire pendant quelques jours. Le Shabbat qui arrive s'appelle Shabbat Agadol. Je ne vais pas parler de Shabbat Agadol, je vais donner simplement une raison qui n'est pas la vraie, qui est une raison qui n'a jamais été mentionnée véritablement, et pourtant, dans certaines traditions, on appelle ce Shabbat Shabbat Agadol parce qu'en vérité, il aurait dû s'appeler Shabbat Agada. Il y a des traditions où Shabbat Agadol, on lit la Agada. Pourquoi on lit la Agada? Pour l'étudier avant de la lire à Pessah. Parce que franchement, quand on est à Pessah, on a tout sauf le temps de se poser sur la Agada. Parce que n'oubliez pas que la Agada, c'est la plus grande hantise de toute personne normalement constituée qui a envie d'aller manger. Écoutez, déjà que la soirée elle commence tard, en plus t'as tout un truc, un cérémonial avant, et quand t'arrives dans la partie du Maguide, rien que tu vois le nombre de pages, et quand en plus il y a un grand-père à table, tu sais que ça va mal se passer. Il y a des grands-pères qui décident que leur tradition ancestrale de lire la Haggadah en arabe ou en yiddish, il faudra le faire quand même. Le deuxième jour. Le deuxième jour, oui. Et effectivement, il y a des parties dans notre Haggadah qui passent à la trappe. Pas de la lecture, non, on est des religieux, donc on lit. Mais qui passent à la trappe de la compréhension. On connaît tous très bien Manishtana, on connaît tous très bien les 4 questions des 4 enfants. On connaît aussi Avadim Hayinu le Paro Bemitzrayim. On connaît cette fameuse histoire de ces 5 rabbins qui sont réunis à Bnei Brak. Maaseh Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, ça c'est chez les Sfaradim. Chez les Ashkenazim, il s'appelle Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Chez les Sfaradim, on dit Ribbi, et chez les Ashkenazim, on dit Rabbi. Lama. D'où ça vient? Non, c'est une vraie, c'est pas une blague. Parce que chez les Ashkenazim, le Rav, il est Rav. Rav Milachon Gadol. Donc on dit Rabbi. Rav, Rabbi Milachon Rav, Gadol. Pour les Sfaradim, le Rav, il est celui qui nous connecte avec Ribono Shel Olam. Donc ou Ribbi, ou Ribon. C'est lui qui nous transmet la parole de Ribono Shel Olam. Et Rabbi, c'est Dieu en fait. Ribono Shel Olam. Yarabbi. Yarabbi, c'est interstellaire. Mais qui ça c'est les parties qu'on connaît. Mais lorsqu'on parle de la deuxième partie de la Haggadah, ça c'est le moment où les gens ont faim. C'est d'ailleurs le moment où le texte devient d'une longueur insupportable. On me raconte des drachotes de rabbins, de ci, de ça. Dans le meilleur des cas, on le lit très vite. Je ne veux pas dire ce qui se passe dans le pire des cas. Halakha le Maaseh. Je ne sais pas si ça comprend ici beaucoup de gens, mais que fait un soldat le soir du Seder avec sa Haggadah? Il est
en plein milieu de son tank au Liban. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Pessah ou il fait pas Pessah? Oui. Il fait la Haggadah ou il fait pas la Haggadah? Ouais. Tu dois raconter à ton fils, et si ton fils il est pas là ou si t'as pas de fils, Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, mitzvah nous s'appelle Yetziat Mitzrayim. On va y revenir. Mais la halakha nous dit que tu racontes à ton fils. Si ton fils il n'est pas là, tu racontes à ta famille, tu racontes à ta femme. Si tu es tout seul, tu te racontes à toi. Et si tu es dans ton temple, tu racontes à ton tsevet. Et si déjà tu es en mission le soir du Seder et que pour donner un compte-rendu d'une position X ou Y, tu allumes le micro, la radio, pour donner la position de ton tank au Hamal, alors si déjà tu as allumé la radio, alors donne aussi un petit vord sur la sortie d'Égypte. Tu peux pas allumer la radio pour ça c'est Yom Tov, mais si déjà tu as allumé la radio pour la mission, et ça c'est permis, alors fais profiter aussi les gens qui sont à la base de la sortie d'Égypte. Sauf que voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps maintenant de raconter toute la sortie d'Égypte, de faire toute la Haggadah. Alors qu'est-ce que je dois dire? Si j'ai vraiment pas le temps, qu'est-ce que je dois faire? Petsar Matzah Omaro. Mais si j'ai un peu plus de temps, je raconte Matril Bignout Umsayem Besheva. Si je peux avoir le texte de la Haggadah, Matov ou Manaïm, et si je peux pas, si je le connais par cœur, Matov ou Manaïm, et si je le connais pas par cœur, bah tu racontes. Tu racontes avec tes mots. La sortie d'Égypte, oui, et la guerre au Liban. On est en plein dedans. On est en plein dans la Géoula. Donc oui, on commence par la sortie d'Égypte, mais on ne s'arrête pas là. Ça va? Maintenant, il y a juste un problème. Qu'est-ce que c'est que cette phrase dans la Haggadah? Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu tzadikim, kulanu super génial. Mitzvah alenu lesaper beitziat Mitzrayim. Vous voulez m'expliquer quel est le rationnel derrière cette phrase? Venez, on la retourne un petit peu différemment. Ve'afilu kulanu chacham. On peut faire en hébreu, hein, si tu veux. Tu veux faire en hébreu? Ve'afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu zkenim, kulanu yodim et Torah, mitzvah alenu lishmor Shabbat. Qu'est-ce que c'est? Vous comprenez la problématique de ma phrase? La phrase nous dit, même si on est des super rabbins, on doit faire la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une mitzvah, alors qui doit la faire? Bah, tout le monde. Donc pourquoi tu me dis, et même si on est des grands sages, on doit faire cette mitzvah-là? Si c'est une mitzvah, tout le monde doit le faire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire, hé, les rabbins, n'oubliez pas de faire la mitzvah de la sortie d'Égypte? Ils l'ont déjà fait dans la journée, peut-être chaque jour. Pourquoi ils l'ont fait dans la journée? Parce que c'est des grands ramim, des grands sages, on lui parle de serait-ce que Non, mais la mitzvah, attends 2 secondes. Il y a 2 choses. Il y a la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. On a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours. Ok? Ça, on le fait dans le schéma. Mais là, ce qu'on parle, nous, c'est une autre mitzvah. C'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. C'est une autre mitzvah. C'est ça? La mitzvah de se souvenir, on le fait tous les matins, tous les soirs dans le schéma. Mais la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est que le soir de Pessah. Donc, si on a une mitzvah comme ça, et cette mitzvah, elle est pour tout le monde, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire d'Afka au rabbin? Écoutez, même si tu es un grand rabbin, tu dois faire la mitzvah. Ça paraît évident. Il n'y a pas de raison que le rabbin ne fasse pas la mitzvah. Et là, le rabbin, il a du mal avec la sortie d'Égypte. Pourquoi il a du mal avec la sortie d'Égypte?
Parce qu'il est rabbin. Tout le monde doit la faire. Oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi le rabbin, ça lui pose un problème? Hein? Non, 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 il est totalement rabbin. Le problème du rabbin, hein, c'est un problème qui a commencé avec le premier rabbin. C'est qui le premier qu'on a appelé rabbi? Moshe Rabbeinu. Justement, Moshe Rabbeinu, Dieu il décide de l'envoyer pour faire la sortie d'Égypte. Et Moshe il veut pas y aller. Alors comme il veut pas y aller, il dit à Dieu, écoute s'il te plaît, après avoir passé 3 jours de débat au buisson, il lui a dit écoute, je sais pas parler, machin. Dieu lui a dit c'est moi qui mets dans la bouche des gens, t'inquiète pas. Et finalement, Moshe dit à Ribono Shel Olam, Bevakasha, shlach na beyad tishlach. Envoie quelqu'un d'autre, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Nos sages nous disent de qui il fait référence. Aaron. Aaron, il a une belle barbe, il est bien. Aaron, tzaddik, rabbin, envoie-le lui. Et Dieu lui dit, mais je ne peux pas l'envoyer lui. Parce que c'est un rabbin. Et alors quel est le problème? Aaron achicha Lévi. Aaron, ton frère le Lévi. C'est quoi le Lévi? Le rabbin. Yadati, ki daber yedaber uhu. Le rabbin, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait parler. Il fait des belles drachotes. Il a le nez dans le bouquin. Et il explique des choses fantastiques. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il Giazman Kriyat Shema Shel Shacharit. Et qui vient dire au rabbin que c'est le moment de faire Shacharit? Ah, mais pourtant, c'est les rabbins qui sont censés expliquer aux élèves. Oui, mais le monde de la théorie, c'est un monde qui est extrêmement doux. C'est un monde qui n'a pas de limite. C'est un monde qui ne demande pas de se mouiller. C'est une théorie. Par exemple, il y a une théorie qui dit qu'il faudrait boire la 5e coupe. Tant que tu fais un cours pour expliquer le bien fondé de la 5e coupe, machin, ça va. Maximum, on n'est pas d'accord avec toi. Et il y a dans un autre cours quelqu'un qui va dire mais c'est pas possible, la fusion mais c'est pas possible. Et toi tu vas venir, tu vas dire non mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le Rav Koren, c'est Manitou, c'est pas moi. Mais à partir du moment où tu le dessines sur la couverture du livre, c'est presque un psak halakha. Et bien dans le livre, je dis que je pense que moi je rejoins l'équipe de ceux qui disent qu'à la halakha il faut boire les 5. C'est-à-dire que tant que tu restes dans le monde de la théorie et que tu racontes la sortie d'Égypte, zélo mesoukan. Mais quand il s'agit de se lever et de faire la sortie d'Égypte, là c'est autre chose. Les rabbins, pendant 2000 ans, ils se sont habitués à raconter la sortie d'Égypte parce qu'on ne pouvait pas faire. On ne pouvait pas faire. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on n'arrête pas de faire. Le danger, c'est qu'à force de faire, on oublie pourquoi on fait. On oublie de raconter la sortie d'Égypte. On oublie de se rattacher au pourquoi de ce qu'on est en train de faire. La fête de Pessah, dans la période de la Géoula que nous vivons, vous le savez, d'après nos sages dans le Talmud, elle aurait pu être annulée. Alors, pas la fête de Pessah, on me fait de manger des matzot, parce que ça c'est marqué dans la Torah. Mais le Seder, et le fait de raconter la sortie d'Égypte, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי. נכון? לא זכיתי de quoi? שתאמר יציאת מצרים בלילות,
Ad Shederacha Ben Zoma. Alors, vous connaissez la marloquette entre les deux, entre Ben Zoma et les Chachamim. La marloquette, elle est de dire la chose suivante. Est-ce que on doit continuer à rappeler la sortie d'Égypte, Beyemot HaMashiach? C'est ça la question. Tout le monde est d'accord qu'il faut raconter la sortie d'Égypte tous les jours. Parce qu'il y a marqué le Mantiskoret Yom Tzetra Meret Mitzrayim quand même Mechayecha. Mais Ben Zoma il dit oui mais il y a marqué Kol. Le mot Kol il sert à rien. Donc ça veut dire qu'il vient nous apprendre quelque chose. Et il vient nous apprendre qu'il faut et le jour et la nuit. Les Chachamim me disent non. Le mot Kol, on est d'accord avec toi, qui veut dire quelque chose, mais il veut dire qu'il faut raconter la sortie d'Égypte et pendant la Galoute et pendant la Géoula. Et Ben Zoma il dit aux Chachamim, c'est pas marqué dans la Haggadah, mais c'est marqué dans la Gemara. Comment vous pouvez dire ça? Il y a un verset dans Jérémie qui dit l'inverse, qui dit que viendra un jour où quand on parlera de Dieu, on dira Dieu, tu sais comment il est extraordinaire? C'est lui qui nous a fait sortir de Sarcelles. Après l'élection... Ah bon, on est controversé? C'est celui qui nous a fait sortir d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Pologne, de Russie, de France. C'est marqué comme ça dans le livre. Nous dit Jérémie, Lo yomar Chai Hashem asher e'ela et bet Israël asher e'ela et Israël meretz Mitzrayim ela Chai Hashem asher e'ela et zera bet Israël mi'eretz tzafona ou mikol ha'aratzot asher yidartim sham. Donc tu es marqué dans le verset que viendra un temps où on arrêtera de rappeler que Dieu nous a sortis d'Égypte. Et on parlera de quoi? De maintenant? De l'Iran. D'ailleurs, on n'entend pas beaucoup la communauté juive iranienne. Bon, je ne peux pas beaucoup parler, mais... Et voilà. Hein? 150. Non! Ils sont 8000. Je crois qu'il y a 8000 juifs en Iran. Hein, combien? Ah, 20 000. T'as demandé au régime? 20 000 avant le 10 janvier. Je sais pas. Bon, j'en sais rien. En tout cas, il y a une communauté. Bekitsour, à ce moment-là, les Chachamim ils disent à Ben Zoma, tu exagères. C'est vrai qu'il y a un verset comme ça. Mais toi, tu viens et tu dis à cause de ce verset, ça veut dire qu'on ne parle plus de la sortie d'Égypte? Non. Tu as raison que la sortie d'Égypte est moins importante que la Géoula qu'on vit maintenant, mais elle est la base. Donc tu continues à rappeler la sortie d'Égypte, même si ce qu'on fait actuellement, c'est beaucoup plus grand. Parce que ça te permet de savoir pourquoi tu fêtes. La sortie d'Égypte, c'est la base du moment où Am Israël décide d'accepter de devenir quoi? Je le dis dans le livre, au tout début du livre, c'est le point de départ. On essaye d'expliquer que qu'est-ce qu'on ne fête pas à Pessah. Donc on ne fête pas la naissance du peuple juif. Parce que le peuple juif, il est déjà appelé peuple juif, enfin peuple d'Israël, des béné Israël, quand on était encore en Égypte, au tout début du livre de Shemot. Pharaon nous appelle comme ça, Yesh Am béné Israël Rav Vatsum Mimenu. Donc on est déjà Am Israël en Égypte. On ne fête pas non plus la fin de l'esclavage, puisque l'esclavage a pris fin avant, quand on était encore en Égypte. Alors on fête quoi? Eh bien on fête la souveraineté. L'indépendance nationale. Pas la liberté individuelle, mais la souveraineté. C'est-à-dire que pour la première fois, le peuple juif est passé du statut de Am au statut de Goy. Goy, c'est pas un gros mot. C'est pas non plus un terme péjoratif pour désigner les non-juifs. Goy, ça veut dire une nation. On appelle les goïms parce qu'ils sont des nations. Mais nous aussi. Pes
Pessah, c'est le moment où on comprend que le rôle du peuple juif n'est plus d'être ce que les musulmans ont dit de nous. Vous savez comment les musulmans nous appelaient, nous et les chrétiens? Hein? Al-Kitab, le peuple du livre. Alors oui, parce qu'on fait référence à la Bible, mais aussi parce qu'on était avec des bouquins toute la journée. Comment vous connaissez un juif religieux? Il a la tête dans un bouquin. C'est très bien d'avoir la tête dans le bouquin. Mais à un moment donné, il faut relever la tête du bouquin. Maaseh beshte achim. Dans les Sipouré Maasiot de Rabbi Nachman de Breslav, tu connais? Maaseh beshte achim. Ok? Qui ont eu le même destin. À savoir, de se prendre un arbre en plein milieu du visage. À Acharishon, le premier frère, les deux ils se sont pris un arbre. Le premier frère, il marchait et il a vu une voiture décapotable, bleue, qui passait comme ça, et il a fait comme ça. Et il continuait à marcher, et il y a eu l'arbre. Et l'arbre l'a ramené à la réalité. Le deuxième frère, il était en retard à un cours qu'il devait donner, quelque chose qui n'arrive jamais. Et comme il devait, parce qu'il n'avait pas préparé comme il faut, il devait vérifier le texte du Talmud qu'il voulait enseigner, et donc il marchait avec son texte, voilà, et il marchait parce qu'il était en retard au cours, et l'arbre l'a rappelé à la réalité. L'un de ses frères s'appelle toujours Yoram, et l'autre s'appelle Ethan. Les deux s'appellent Fison de leur nom de famille. C'est-à-dire, je ne vous dis pas qui est quel frère. C'est-à-dire, vous choisirez vous-même. C'est très bien d'avoir le bouquin. C'est bien que les Chachamim, ils ont étudié toute la nuit, Afilou Kulanu Chachamim Kulanu Nevonim. Mitzvah, allez-nous les saper. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu mettes en pratique tout ça. Il va falloir que tu comprennes que toutes les drachotes qu'on va faire, si elles restent au stade de dracha, ça sert à rien. La mitzvah d'étudier la Torah n'est pas complète tant qu'elle n'est que l'étude de la Torah. Yesh mitzvah lilmod ou lelamed, lishmor velaasot. Il faut étudier, transmettre et mettre en pratique. S'il te manque une des étapes, je ne vais pas dire que ça sert à rien, ça sert, mais c'est pas complet. Donc comme on a dit, dans cette soirée de Pessah, dans cette Agada de Pessah, il y a des moments qui sont plus faciles à tenir les gens en haleine parce que il se passe des choses. Et il y a des moments qui sont plus théoriques. D'ailleurs, cette dualité entre la théorie et la pratique, on la retrouve dans la Haggadah. Vous connaissez nos fameux 4 enfants? Les 4 enfants, ils posent des questions. Ces questions sont des questions théoriques. Des questions qui se passent là-dedans. Ma edod va'chukim va'mishpatim asher tziva Hashem Eloheinu etchem. Ma avoda azot lachem. Ma azot. Toutes les questions qui vont être posées sont répondues au niveau intellectuel. À l'inverse, il y a Manishtana. C'est aussi des questions. Manishtana, tu connais? Allah el Azé. Mikol Alelot. Chez Bechol Alelot, quoi? Ah, on fait des trucs. Les 4 questions du Manishtana ne sont pas des questions théoriques, sont des questions de pratique. Pas de théorie, de pratique. Qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on mange comme ci, et là maintenant, on mange comme ça.
D'habitude, on s'assoit, maintenant on s'allonge. D'habitude, on ne trempe pas, maintenant on trempe. Les questions du Manishtana sont la pratique, les questions des 4 enfants sont la théorie. S'il n'y a que la théorie, on a compris que ça ne servait à rien. S'il n'y a que la pratique, tu te perds parce que tu ne sais plus pourquoi tu fais. La fête de Pessah, c'est le moment, comme c'est le point de départ de la souveraineté d'Israël, c'est le moment où on veut réunir la théorie et la pratique. Et c'est pour ça que dans la Haggadah, on jongle entre les moments de la théorie, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a un sport pendant la Haggadah, c'est est-ce que c'est les coupes de vin qui gagnent ou est-ce que c'est la matzah qui gagne? Il y a des fois, on couvre les matzot, on découvre les matzot. On couvre les matzot, on découvre les matzot. Très simple. Quand tu as le verre dans la main, tu couvres les matzot. Quand tu n'as pas le verre dans la main, tu découvres les matzot. Quand tu as le verre dans la main, tu racontes. Ou tu bois. Quand tu as le verre dans la main, tu es en train de faire une action. Quand tu découvres les matzot, tu racontes l'histoire. Comment ça s'appelle la matzah? Lechem Oni. Lama? Il y a le pain du pauvre, mais il y a une autre explication. Non levé. Le? Non levé. Oui, non, mais ce qui m'intéresse, c'est Lechem Oni. Mais c'est le pain de l'étude aussi. Parce que Oni malav dvarim arbe. Oni milachon, là, on répond. La anote. Ok? Donc c'est le pain que quand on le voit, on raconte. Donc c'est toute la théorie quand tu as les matzot découvertes. Quand tu prends le verre, tu fais une action. Donc ce jonglage, jonglitude. Ouais, ça va. Quand tu découvres, quand tu découvres la matzah, tu fais une action. Tu découvres la matzah, pourquoi faire? Pour raconter l'histoire. C'est une action. Tu racontes, d'accord. T'es pas complètement végétatif. Mais c'est une chose de raconter et d'être théorie, et c'en est une autre de prendre le verre et d'aller le boire. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour ça que, à la Khalema Maaseh, si j'ai raconté ma sortie d'Égypte, mais avec tous les pérouchim, j'ai raconté tout le livre du Rafizon. Aval, j'ai pas bu, et j'ai pas mangé mon kazaït. Là, ça t'est des chova. Mais attends, j'ai raconté tout comme il faut. Ah non, t'as pas fait l'action qui va avec, ça marche pas. La fête de Pessah, c'est l'union de l'action et de la réflexion. Vous allez me dire, mais c'est présent partout. D'accord, mais c'est ça le point de départ. Si t'as pas compris que la fête de Pessah, elle ne peut pas être que théorique, alors en fait, tu vas avoir un problème sur toutes les fêtes juives. Et Bichlal, tu vas avoir un problème sur ta compréhension du judaïsme. Et tu vas faire du judaïsme un judaïsme théorique. Et lorsqu'il deviendra pratique, tu ne sauras pas voir comment il devient pratique. Il y a un grand concept qui s'appelle la première faute. La première faute. C'est quoi la première faute de l'humanité? C'est quoi? C'est le coup de la pomme? C'est pas une pomme. C'était pas une pomme, bien évidemment. Mais bon, le christianisme nous a eus et donc ils nous ont dit c'est la pomme. C'est l'arbre de la vie. Bon, le coup de la pomme. Aval nous explique Manitou, d'après l'enseignement de Torah Kabbalah, quand on dit dans les slichot Ma'avir Rishon Rishon. Vous savez, dans les slichot on dit Ma'avir Rishon Rishon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première faute, Ma'avir. C'est erreur de jeunesse. Donc en fait, la vraie première faute, c'est laquelle? Si la première, on la passe. Alors, attends, de Adam Arishon jusqu'au Vaudor, il s'est passé d'autres trucs. Hein. La deuxième, si c'est pas la première, c'est donc la deuxième. C'est quoi la deuxième? L'ingratitude. Non, avant. Aïcha Shernatata Imadi. Il lui a donné sa femme, au lieu de remercier,
il a manqué de reconnaissance. Donc si la véritable première faute de l'humanité, c'est d'avoir manqué de gratitude, manqué de reconnaissance, le tikkun, c'est de savoir reconnaître. Et le problème, il est que lorsque tu ne reconnais pas la grandeur et les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, en fait, tu participes à la faute de l'humanité. Donc c'est très important d'avoir les yeux ouverts pour reconnaître les miracles de Dieu et montrer ta reconnaissance, dire merci, faire merci. Et pourquoi je vous dis ça? Comme je l'ai dit, dans ce livre, on a décidé de représenter les 5 vers. Je ne rentre pas dans les marlokot, vous ferez ce que vous voulez, Bémet, vous ferez ce que vous voulez, et vous demanderez à votre rabbin respectif qu'est-ce qu'il est possèque la halakha, Akol Beseder, boire un petit coup de plus ou un petit coup de moins. D'ailleurs, entre parenthèses, vous savez que vous devez boire combien? Non, combien chaque verre? 86 centilitres. Millilitres ou centilitres? Millilitres. Alors, on sait jamais, ça dépend de la taille du verre. Ben, je ne sais pas quelle est votre résistance, mais si vous faites déjà les 2 premiers verres au vin, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas là pour les autres. Donc, conseil personnel qui va contre toute la grandeur de l'onologie et contre notre douce France, cher pays de notre enfance, mais il faut mélanger. Moi, perso, je fais la chita du Rav Mordechai Eliyahu qui nous disait qu'il fallait faut mélanger du vin et du jus de raisin pour ne pas avoir la tête qui tourne, mais chaque verre, tu mets un peu plus de vin. Et le dernier verre, tu peux aller que au vin. Donc le 5e. Et on fait Maintenant, bracha sur le 5e? ça dépend Ashkenazim, Sfaradim. Les Ashkenazim, oui, les Sfaradim, ils font pas la bracha non plus sur le 4e. Parce que les Sfaradim, ils font que le 1er et le 3e. C'est ça? Bekitsour, pourquoi est-ce que j'ai mis la 5e verre et que je pense qu'il faut la boire? Encore une fois, je ne rentre pas dans le débat, chacun il fera comme son Rav lui dit. Mais quel est le rationnel? Ve'eveti etrem el haaretz. Comprenez-moi bien. Le verre d'Eliyahu Hanavi, je ne sais pas comment il est dans vos familles. Moi, mes enfants, ils m'ont acheté un cos d'Eliyahu. Ils pensaient faire une grande surprise il y a quelques années, machin. Très beau cos chez Max Stock, 10 shekels. Mais un truc, en vrai, il est super beau. Il est vraiment super beau. Un grand comme ça. Et le problème, c'est que on a fait du cos d'Eliyahu la cérémonie de l'espérance. Le cos d'Eliyahu, c'est le 5e terme de délivrance. Un jour viendra, on reviendra en Eretz Israël. Tant qu'on est au fin fond de la Russie, de la Pologne, du Maroc et tout ça, pour l'instant, on mettra le cos sur la table. On prendra un peu les minagim du Père Noël. Oui. On met le verre sur la table. Le lendemain, il n'y a plus de vin. Ah, t'as vu, il est venu! On l'a vu, il avait Mais bien sûr, il avait une barbe et tout. Il avait une djellaba rouge. Bien sûr! Il y en a même qui ont poussé le vice. Ils ont mis des cookies cachés les Pessah à côté. Non, ça s'appelle de l'humour. Non, chez nous, mon grand-père, il bougeait la table comme ça, pour qu'il y ait des petites gouttes qui disent « Ah, regarde, il y en a moins, il est venu !» Il n'a pas pu rester. C'est dommage. Mais Eliyahu, c'est l'espoir du Mashiach. Eliyahu, il va nous ramener en Eretz Israël. La Géoula. Donc, vu que pendant 2000 ans, on n'était pas ici, alors le Ve'eveti etrem el haaretz, on ne pouvait pas le boire. Et on ne pouvait vraiment pas le boire. Donc, on en a fait un cos de l'espoir, de l'avenir de Be'ezrat Hashem. On aurait pu l'appeler le cos de Be'ezrat Hashem. Et c'était fondamental qu'il soit là, ce cos.
Parce que ce cause de Bezrat Hashem, c'est ça qui a permis que nous, on soit là aujourd'hui. C'est parce que pendant 2000 ans, on a mis ce cause-là et on ne l'a pas bu, que ça va nous permettre de le boire ici. Si on l'avait bu avant, il y a un danger. Vous savez quel est le danger de faire les choses quand c'est trop tôt? C'est que ça détruise la chose. Si tu bois le 5e verre quand tu es à Paris, je ne te parle pas aujourd'hui, hein, je te parle quand tu es il y a 1000 ans. Si tu bois le 5e verre Bagalout, tu vas transformer Jérusalem en Berlin. En Berlin. Berlin ou Jérusalem. Ou Berlin en Jérusalem. Ou Paris en petite Jérusalem, Sarcelles. C'est-à-dire que si tu viens et que tu dis finalement là où je suis, je fais mon Eretz Israël, ben, j'ai pas besoin d'avoir les yeux tournés vers Eretz Israël. Parce que je suis en train de créer ici un endroit de Kodesh, un endroit de Torah, un endroit où il fait bon vivre être juif, certes derrière des grandes murailles, parce que la LFI elle est de l'autre côté, mais c'est pas grave. Je me mets mes murailles à l'intérieur, Gdusha, Gdusha, Gdusha. Pas du tout. Pendant 2000 ans, on a mis le verre d'Eliaou, on ne l'a pas touché, parce qu'on savait que c'est le verre de quand on reviendra en Eretz Israël. Il y a des gens, pendant 2000 ans, enfin je dis 2000 ans, mais j'en sais rien, il y avait une tradition comme ça, et peut-être que dans vos familles on vous a fait ça, où lorsqu'on perdait des proches, on faisait venir un peu un sachet de terre d'Eretz Israël qu'on mettait dans le tombeau. C'est magnifique. Je suis persuadé qu'il y a plein de fois où c'était pas vraiment de la terre d'Eretz Israël, mais c'est pas grave. Il y avait marqué sur le sachet terre d'Eretz Israël. Et c'était tellement important. Mais imaginez-vous quelqu'un qui serait enterré à Jérusalem, mais qui demanderait un petit sachet en plus. C'est absurde. T'y es. Le 5e verre, il nous a permis de revenir ici. Imaginez-vous, on arrête de se tourner vers Israël quand on prie. Ben, si on arrête de se tourner vers Israël, en fait, on peut prier n'importe où. Franchement, pourquoi est-ce que la halakha me demande de me tourner? Dieu, il est présent partout. D'accord? Mais toi, à ta place, elle n'est pas partout. Pendant 2000 ans, je n'ai pas bu mon verre parce que j'y étais pas. Mais si aujourd'hui, je ne le bois pas. Vous allez me dire, il n'y a pas le Beth Amikdash. Vous avez raison, il n'y a pas le Beth Amikdash, mais quel rapport? Je m'énerve. Quel rapport entre le verre et le Beth Amikdash? Veti et Tremel Haaretz, il n'y a pas marqué. Ah, il y a un truc qui me manque parce que j'ai pas le Beth Amikdash. C'est Wahad truc. Il me manque mon agneau. Ah, bah oui. Il me manque mon Korban Pessah. On peut le faire sans Beth Amikdash. Hein? On peut le faire sans Beth Amikdash. On peut le faire sans le Beth Amikdash. Tu as raison, Korban Pessah, on a besoin simplement qu'on nous laisse faire la Shrita au Rabaït. Mais c'est pas prévu a priori pour cette année, puisque c'est fermé le Rabaït. J'ai pas mon agneau. Donc oui, je sais très bien qu'il y a quelque chose qui me manque encore aujourd'hui. Bien sûr que j'ai pas encore finalisé mon Pessah. Mais de ne pas boire la 5e coupe, c'est quelque part me dire, bah alors on n'est pas encore rentré. Dieu m'a pas ramené. Mais alors, mais ça s'appelle Kfiyut Tova. Ça s'appelle manquer de reconnaissance. Et c'est pour ça que tout au long du livre, j'explique comment on n'a pas le droit de vivre notre Pessah aujourd'hui comme on le vivait avant. Ou comme vivaient le Pessah de nos grands-parents ou de nos parents. C'est sûr qu'on n'a pas le droit. Parce qu'il y a la théorie et il y a la mise en pratique. Et la soirée de Pessah, quand est-ce qu'elle se termine? Puisque j'ai jonglé entre théorie et pratique pendant toute la soirée, j'ai raconté, j'ai mangé, j'ai raconté, j'ai bu, j'ai raconté, j'ai remangé, j'ai bu. Quand est-ce que je dois arrêter mon seder?
Non, afikoman, c'est le moment où tu arrêtes de manger. Nirtza. Après le halel. Et après nirtza, c'est pas obligé nirtza. Je fais quoi après? On va jouer aux cartes? Chad Gadia, après Chad Gadia, on fait quoi? Shira Shirim, après on fait quoi? On va jouer aux cartes? On fait la vaisselle? Normalement, On dort avec les gars. tu dois raconter la sortie d'Égypte ad shechotfo shena. Jusqu'à ce que tu t'endormes. Mais bon, la vaisselle, elle est comprise dedans. Hein. Ça fait partie de la sortie d'Égypte pour rappeler l'esclavage. C'est juste qu'on a changé de maître, c'est tout. Parce que c'est bien connu que c'est les hommes qui font la vaisselle à la fin du Seder. Non, c'est pas les hommes? Non, mais je croyais que le pharaon avait imposé aux hommes de faire le travail des femmes et les femmes travailler les hommes. Donc c'est bien les femmes qui vont refaire des... Il a fait, il a fait. Mais Kitsour Chotfo Shena, c'est-à-dire que c'est quand que ça s'arrête? Quand les deux, ils s'arrêtent. Il n'y a pas un moment donné où je passe uniquement dans la pratique ou uniquement dans la théorie. C'est je vais dormir. Quand je m'endors, ça veut dire que c'est bon. Les deux ensemble, c'est tout le temps ou pas du tout. Je vais dormir. La fête de Pessah Rabotai, et je pense que c'est aujourd'hui quand on a nos soldats qui sont en train de faire un Pessah qui ne ressemble à aucun autre, c'est que c'est pas la première fois qu'on est sorti en guerre à Pessah. Non, je parle pas de l'année dernière. Oui, l'année dernière on était aussi en guerre à Pessah, bien sûr. Et il y a 2 ans aussi. Non, je parle d'un autre moment. Un certain 19 avril au soir 1943. Il y avait un rabbin là-bas qui s'appelait le Rav Menachem Zemba, qui a préparé des petites matzot. J'imagine qu'elles n'étaient pas super cachères le Pessah. On a fait avec les moyens du bord. Et il a donné 3 petites matzot qu'il a mis dans les poches de chacun des soldats qui allaient sortir pour le soulèvement du ghetto de Varsovie. Oui, parce que le 19 avril 1943 au soir, c'était le soir du Seder. Le soir de l'insurrection et du soulèvement du ghetto de Varsovie. Et nos soldats sont sortis pour raconter l'histoire de la sortie d'Égypte et la vivre. Ah, est-ce qu'ils pensaient avoir une chance de battre les nazis? Est-ce qu'ils pensaient avoir une chance de se libérer du joug de l'oppresseur? Bien sûr que non. Bon, d'abord, ils ont tenu vachement plus que ce qu'ils avaient prévu. Eux, ils pensaient tenir 3 jours. Les nazis pensaient les mater en 3 heures. Ils ont finalement tenu 3 semaines. Plus que l'armée française. Non, vraiment. Et un de ceux qui a survécu à la révolte du ghetto de Varsovie, qui s'appelait Antek Zuckerman, a dit « Nous n'avons pas fait cela pour vaincre l'ennemi nazi. On a fait ça pour qu'il soit marqué sur nous 3 lignes dans les livres d'histoire. Pour que les gens sachent que Am Israël n'avait pas cessé d'exister. » Imaginez-vous le chemin parcouru entre les 3 petites matzot des soldats du ghetto de Varsovie et le Leil HaSeder qu'on va raconter dans le tank en train de repousser les forces du mal au Liban ou ailleurs. Zé Sipour chez Yetziat Mitzrayim aujourd'hui. Donc oui, on va raconter Moshe. Oui, on va raconter Pharaon. Oui, on va raconter les Midrashim. D'ailleurs, essayez de faire plaisir aux gens qui sont à table avec vous. Pendant le repas, vous racontez. Avant le repas, allez vite. Après, vous racontez. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire souffrir les gens trop avant. Il y a beaucoup de textes. Chantez, kiffez. Et pendant le repas, parlez. C'est-à-dire, et toujours ayez une pensée pour cet homme qui n'est pas avec vous à la table du Seder, pas parce qu'il est parti se marier avec une Goya,
cette année, on ne pensera pas forcément que à lui. Pas parce qu'il n'est plus là, mais parce qu'il a été appelé pour nous permettre à nous de faire le Seder. Et que lui, de là où il est, où l'homme saper Yetziat Mitzrayim, ou Yetziat Mitzrayim. Et c'est ça notre histoire. Comment est-ce que, et j'espère que le livre il va vous aider à cela, comment est-ce que de raconter la sortie d'Égypte, on devient la sortie d'Égypte. Voilà, Chazak Obaour, on se revoit pour de nouveaux événements, de nouvelles aventures. Ceux qui veulent